Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Force de Télé. Bienvenue pour cette vidéo historique consacrée à l'équipe type de l'Olympique de Marseille de 1986 à nos jours, à 2023. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait une équipe type avec les remplaçants en fait. Le joueur qui compose ce 11 avec son remplaçant parce que bon, j'ai un peu de mal à écarter certains joueurs. Il y en a qui pour moi se valent, enfin en tout cas qui méritaient de faire partie de ce 11. Donc du coup, en mettant le titulaire et le remplaçant, ça permet d'en avoir un peu plus, en tout cas 22 joueurs, donc on peut dire que c'est les 22 meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Après, ça dépend évidemment si on préfère les joueurs offensifs, voilà. Donc du coup, on a fait une équipe type avec les remplaçants. Donc on va aller directement dans le sujet, je vais faire vous montrer la photo et ensuite je ferai un petit commentaire sur le joueur. On va commencer par les gardiens avec le premier gardien, le gardien titulaire que j'ai choisi, et c'est Fabien Barthez, évidemment. Donc Fabien Barthez, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en 1993, très jeune, à 20 ans, voilà, il avait commencé sa carrière à Toulouse, il a été repéré à Toulouse par Barthez, par Tapi et Goethals, Raymond Goethals. Et donc Tapi le recrute. Alors, au départ pour être la doublure de Pascal Olmeta, hein, qui est dans les cages de l'Olympique de Marseille et qui les garde brillamment. Donc ce jeune arrive là et en fait Olmeta euh, est le gardien titulaire en début de saison. Après on met Barthez et Barthez a un match difficile en Coupe d'Europe face au Glasgow Rangers à Glasgow Rangers, où même fait 2-2. Il s'est fait bousculer et là, du coup, comme les deux joueurs sont quand même très proches à ce moment-là, il est envisagé que Olmeta le remplace à nouveau. Et là, Olmeta se blesse et du coup, Barthez reste et après ça continue. Alors Barthez, c'est l'insouciant, on le connaît après évidemment en équipe de France aussi, mais déjà déjà à Marseille. Il avait ce côté assez incroyable, c'est que le gars, il a 20 ans, il arrive, il dispute une finale de Coupe d'Europe, de Coupe des clubs champions, la Ligue des champions, et le gars, il est totalement facile, il est totalement à l'aise, sans pression, l'impression, il joue ça comme s'il jouait un match de derby de 5e division, quoi, ou plus. Et donc voilà, donc il y a cette maîtrise de lui-même. Et après, au niveau technique, c'est assez impressionnant parce que dans les sorties, c'est fort, dans les arrêts, c'est assez incroyable. Très très bon dégagement au pied, hein, c'est vraiment un des tout premiers à pouvoir dégager au pied. Après, le football moderne a évolué vers ça, mais encore, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a quelques-uns, mais je veux dire, ils sont pas tous du même niveau que l'était Fabien Barthez. Et clairement, cette saison, il fait une saison, je parle évidemment de 1992-1993, où il fait une saison incroyable et il gagne, il fait gagner en partie la Coupe d'Europe parce que il fait 3-4 arrêts décisifs et dans le premier quart d'heure, Milan AC domine. Et ces arrêts permettent à l'OM de rester dans le coup et ensuite de pouvoir ouvrir le marque et fermer la boutique. Donc Barthez, pour moi, c'est le meilleur gardien français de tous les temps, hein, donc forcément, c'est le meilleur gardien de l'OM de tous les temps, même s'il y en a eu de très bons. Et on va passer donc à son remplaçant. Pascal Olmeta, donc j'en parlais juste à présent. Donc Pascal Olmeta, il arrive, il est au Matra Racing, ils ont une équipe de stars. Bon, finalement, que ça marche pas, sinon après ils vont descendre, mais ils avaient une équipe assez extraordinaire. Et on le remarque déjà. On le remarque parce que il y a du panache, il sort, il dribble, voilà, il joue comme un joueur de champ. Et après, il est spectaculaire. Il fait des arrêts spectaculaires avec une personnalité hors norme. Donc, vraiment tout. Enfin, moi le premier, mais les supporters marseillais aussi qui suivaient cette période.
On voulait que Pascal Olmeta rejoigne l'Olympique de Marseille, hein, donc il le rejoint en 1990, je pense à peu près, donc il restera ensuite jusqu'à la Coupe d'Europe que je viens de parler en 1993. Donc Pascal Olmeta, moi c'est vraiment un goal fétiche, il m'a vraiment adoré. Vous avez qu'à voir des images, j'ai fait des vidéos historiques, hein, vous avez tapé playlist historique et vous le verrez sur les images que j'ai mises. Voilà, donc Barthez, Olmeta. Alors voilà, donc on va pas parler d'autres, il y en a eu d'autres, et je vais pas les citer parce que sinon ça sert à rien, mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est les deux meilleurs gardiens que l'OM a eu. Voilà, mais il y en a eu d'autres très bons, hein, voilà, mais vous les reconnaîtrez évidemment. Après, n'hésitez pas dans vos commentaires à mettre vos gardiens. C'est totalement subjectif, évidemment, l'équipe type que je vous propose. On va passer au latéraux droit, donc avec un latéral titulaire et un latéral remplaçant. C'est parti avec Jocelyn Angloma. Donc Jocelyn Angloma, donc titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions en 1993 où l'OM sort vainqueur du Milan AC. Il se blesse au cours du match, une terrible blessure. Mais malgré tout, il a participé à cette finale. C'est vraiment un joueur qui était très bon pour déborder, très physique. C'était difficile de le passer, hein, c'était vraiment très très costaud. Excusez-moi, j'ai un peu de tous. Donc vraiment, c'est un joueur complet à ce poste-là, hein, à la fois qu'il peut apporter offensivement et que défensivement, c'est un rock. Et il peut jouer aussi dans une défense à 5 un autre défenseur central. Donc Jocelyn Goma, son climax, c'était l'Olympique de Marseille. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un super joueur. Et vous allez me dire, j'en aurais préféré un autre. En tout cas, c'est son remplaçant pour moi. Il est là. Il arrive. Attendez, là, j'ai un peu mélangé. Là. Ah non, non, pardon, non, non, c'est parce qu'on est latéral droit, pardon. Donc, au latéral droit, j'en ai choisi un autre. Donc, Manuel Amoros, j'ai choisi Manuel Amoros, qui a été longtemps en équipe de France. Moi, j'ai commencé à regarder le foot, bon, depuis tout petit, mais je veux dire, avoir des souvenirs avec notamment l'équipe de France formidable en 1982, 1986, où l'équipe de France est allée en demi-finale de la Coupe du Monde. Et Manuel Amoros était titulaire indiscutable, un peu pas tout à fait le même profil que Jocelyn Angloma. En tout cas, offensivement, il apportait beaucoup et il était assez costaud défensivement. Alors après, c'est vrai qu'il arrivait en fin de carrière olympique de Marseille. Hein. Il est arrivé en 90, 91, 90. Hein. Et donc il a d'ailleurs disputé la finale de la Ligue des Champions OM Étoile Rouge de Belgrade à Bari, où l'OM s'est incliné au tir au but. Il a d'ailleurs loupé le dernier tir au but. D'ailleurs, Tapi lui en a voulu. C'est pour ça que l'année d'après, il l'a viré. Voilà. Alors il était en fin de carrière certes, mais il était quand même très performant et il faisait profiter de son expérience parce que cette époque-là, c'était un mélange de stars, de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs hors potentiel évidemment, mais donc voilà, cette alchimie permettait à l'OM de grandir avec des anciens et des jeunes. Et donc Manuel Amoros faisait partie donc de cette expérience nécessaire forcément dans une équipe. On va passer maintenant on va passer à l'autre côté, hein, l'autre côté, donc le latéral gauche. On va toujours pareil avec le titulaire en premier et ensuite le remplaçant. Gabriel Heinze, champion de France en 2010 avec l'Olympique de Marseille. Heinze, c'est un joueur extraordinaire parce qu'il est à la fois technique, c'est un joueur technique, et à la fois c'est un joueur hyper physique qui fait mal, hein, qui fait mal aux attaquants, aux ailiers, et avec une grinta extraordinaire, bon, comme beaucoup de joueurs argentins d'ailleurs. Et cette grinta permet aussi de gagner des matchs, de soulever des montagnes et permettre à l'équipe d'avoir du caractère et de faire soit des remontadas, soit
de gagner des matchs difficiles. Donc c'est ces joueurs-là qui permettent à une équipe de se sublimer et ça permet à l'OM d'être champion de France. Donc un très très grand joueur, Gabriel Heinze, autant évidemment en sélection argentine que à l'Olympique de Marseille. Et donc ce remplaçant, on va le voir de suite. Alors on le voit un petit peu de dos évidemment, c'est Eric Dimeco qui essaie de rattraper Jean-Pierre Papin lors de la finale de la Ligue des Champions 1993. Mais déjà Dimeco forcément c'est un symbole puisqu'il est marseillais, il a été formé à l'Olympique de Marseille et il gagne la Ligue des Champions en 93 avec l'OM, avec son club, sa ville. Donc ça, c'est forcément extraordinaire. Donc Eric Dimeco, un attaquant, un ailier qui a été reconverti latéral droit avec pareil des grandes envolées sur son côté et surtout des tacles impressionnants, un physique extraordinaire, une grinta de fou, de la niaque, de la hargne et voilà, ça passait pas quoi, ça passait pas de son côté. Alors c'est pas le même football avec le même arbitrage où on pouvait faire des tacles assassins qui passaient crème. Bon, il y avait carton jaune, mais il n'y avait pas carton rouge. Mais voilà, c'était une époque où il fallait se faire respecter et Eric Dimeco se faisait forcément respecter. Voilà, on est passé au défenseur central avec Carlos Moser. Pour moi, un des plus grands joueurs on a vu à l'Olympique de Marseille, en tout cas le plus grand défenseur pour moi, a été extraordinaire dans l'époque naissante de Bernard Tapie, de 90 de mémoire. Là, je sais pas, voilà, je sais pas trop fait mes fiches, mais enfin, en tout cas, il a fait jusqu'en 1980, jusqu'à la finale de la Ligue des Champions 1991. Après, il y a eu un grand changement par la suite. Mais c'était un défenseur extraordinaire parce à la fois il était élégant, à la fois il remontait le ballon avec sa technique, donc très très bonne technique. Donc on pouvait partir de l'arrière avec lui. Il y avait vraiment une première rampe de lancement et après un physique hors norme, un potentiel physique assez athlétique assez incroyable. Et lui, c'est pareil, ça passait pas parce que, pareil, il faisait des tacles de fou, souvent des tacles debout d'ailleurs, c'est ça qui était assez extraordinaire. Vraiment une présence, une aura, une grinta aussi assez exceptionnelle. C'est vraiment moi un joueur. Je suis attaquant, j'aime les joueurs offensifs, donc en principe je me penche pas trop sur les joueurs défensifs, mais là moi je suis tombé amoureux de ce joueur parce que il avait tout. Il a fait à la fois la grinta et le physique est très grand, hein, donc c'est difficile aussi d'avoir la technique en est très grand, mais voilà Carlos Moser. Pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands joueurs qu'a connu l'Olympique de Marseille. Donc, comme il y en a deux, je vais mettre deux défenseurs centraux et après on mettra les remplaçants. Donc voilà. Donc celui que j'ai mis à côté, mais qu'on peut mettre aussi forcément en remplaçant, c'est le suivant. Karl-Heinz Foster. Donc Karl-Heinz Foster, elle arrive en 1990 après le titre de champion du monde de l'Allemagne. Karl-Heinz Foster, c'est un peu le même profil que Carlos Moser, à la fois, à la fois assez technique et à la fois assez physique. Il a apporté parce que c'était un sacré coup de faire venir ce tel défenseur olympique de Marseille qui commençait un petit peu à monter au niveau européen et donc constituer une équipe. Donc c'était mais l'OM débutait juste, donc c'était pas évident d'aller chercher un des meilleurs défenseurs central du monde de l'époque. Donc c'était vraiment très 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 fort et ça a permis aux défenseurs à côté de lui de progresser et d'avoir une assise défensive très performante et de pouvoir ensuite se projeter vers l'avant. Mais avec un tel joueur derrière, ben, vous saviez que ça ne passait pas et que vous pouviez être tranquille. Et si vous arriviez à marquer un ou deux buts devant, vous saviez que le match, vous allez le gagner. C'est ça, quand vous avez de tels défenseurs avec une charnière, c'est important d'avoir une charnière défensive qui stabilise toute l'équipe en fait, la défense, mais toute l'équipe. Je vais en prendre deux
qui peut être à la fois titulaire et remplaçant. C'est pour ça que je voulais en mettre 4 parce que c'était compliqué à faire ce choix, notamment sur ces postes. Vous allez le découvrir de suite. Allez, c'est parti. Voilà, c'est Basile Boli et Marcel Desailly. Et Basile Boli et Marcel Desailly qui ont été titulaires côte à côte pour la finale de la Ligue des Champions 1993 face au Milan AC, donc la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Donc Basile Boli, c'est le joueur dur, quoi. C'est le joueur dur que Papin voulait, a demandé, il était très écouté, Papin, par Bernard Tapie, le boss de l'OM. Donc Papin avait demandé à Bernard Tapie, lui avait dit, je veux recruter un défenseur central. Dis-moi quel est celui qui t'a le plus embêté, quoi. Si t'embêtes plus toi, Papin, qui est un des meilleurs attaquants au monde, forcément, j'ai envie de le prendre, quoi. Et là, il avait répondu tout de go, c'est Basile Boli, quoi. Donc Basile Boli, voilà, un physique très imposant, vraiment qui en a imposé. Physiquement, c'est un monstre, dur au mal, qui va au mastic, qui n'a pas peur de tout ça. Et donc voilà, et ça, c'est pareil, ça. Et alors, avec les joueurs de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'époque dans ce 11 de type, forcément, ça fait une défense qui est imperméable. Et c'est pour ça que l'OM a gagné la Ligue des Champions, notamment en finale, où face à un Milan AC avec de tels attaquants devant, de mondiaux, Evan Basten, Papin, etc. Il faut avoir une défense costaud. Et cette défense-là, voilà, elle ferme la boutique et elle marque un but, c'est fini. C'est quasiment fini, quoi. Et ça, tu peux le faire qu'avec de tels joueurs, quoi. Donc De Sailly aussi, De Sailly c'est le rock aussi très très physique, mais aussi technique. Alors à l'OM on l'a pas trop vu dans ce type-là parce qu'il est assez connard. Et après, on l'a vu au Milan AC, il a même joué une grosse partie en tant que milieu défensif. Hein. En équipe de France, il jouait derrière, mais au Milan AC, il jouait milieu défensif. On l'a vu qu'il pouvait apporter offensivement et qu'il était plus doué techniquement que Basile Boli. Bon, il n'y avait pas de mal, Basile Boli n'était pas très technique, mais en fait, en tout cas, il était très bon à la tête aussi. Il a quand même marqué le but de la tête. On passe au milieu défensif. Allez, c'est parti, je retrouve... Voilà, j'ai mis Sauzé et Deschamps dans les titulaires. Également, les deux titulaires, il y était trois, mais deux titulaires en milieu défensif pour cette finale de Ligue des Champions 1993. Franck Sauzé, moi, c'est un de mes joueurs fétiches que j'ai adoré. À la fois, ce qu'il a joué à la fois défenseur central, il était extraordinaire en tant que défenseur central, un rock incroyable, et en tant que milieu relayeur, milieu défensif, qui apporte aussi offensivement. Il était très technique, Franck Sauzé, donc balle au pied, il faisait des super passes et en plus il avait une frappe de fou et qui pouvait débloquer les situations. Il a notamment débloqué le match pour le titre de 1989 face à Paris où il met une frappe lointaine. Franck Sauzé, c'est un joueur complet. Et Deschamps, c'est la lessiveuse qui prend toutes les balles, qui récupère toutes les balles et qui les attire pour lui et ensuite il les donne au créateur. Et ça, c'est assez extraordinaire. Deschamps, c'est Deschamps, c'est lui qui a levé évidemment la Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. On va mettre les remplaçants à ces deux milieux défensifs. Les voilà. Stéphane Mbia et Jean Tigana. Stéphane Mbia, champion de France avec l'Olympique de Marseille en 2010, et Tigana, finaliste de la Ligue des Champions. À l'époque, c'était la Coupe des Champions en 1991. Il était remplaçant. Ça a pu peut-être avoir une incidence aussi sur le résultat final avec Dragan Stojkovic, on va en parler après. Mais c'est vrai que Jean Tigana, il fait partie du carré magique de l'époque 82-86 en équipe de France. À la fois un joueur qui récupère beaucoup de ballons et qui, à l'aise techniquement, qui peut porter le ballon, faire des super passes. C'est un joueur complet aussi, techniquement au-dessus du lot. Donc Jean Tigana, c'est un sacré coup que l'OM avait fait. Il était en fin de carrière. Après ces années bordelaises, il a permis d'apporter son expérience à cette jeunesse, à cette équipe qui arrivait. Et Stéphane Mbia, c'est le gros rock. C'est un joueur très très costaud et qui a permis de solidifier l'axe de l'équipe.
On va passer aux joueurs offensifs maintenant. Allez, c'est parti. Chris Waddle et Dragan Stojkovic. Chris Waddle, si vous le connaissez pas, regardez les vidéos, quoi. J'ai fait des vidéos historiques, je vous rappelle, notamment en 1991, j'en ai parlé, je parle longuement de Dragan Stojkovic et aussi de Chris Waddle. Chris Waddle, alors il n'a pas joué la finale 93, il a joué la finale 91, et voilà, c'était période, c'était là, 89, 92 en fait, voilà, c'est après 92-93. Donc Chris Waddle, c'est un ailier, c'est un dribbleur fou, un dribbleur extraordinaire. Bah, arrêté, il peut faire des dribbles formidables. Il mettait à mourir que les défenseurs. Des passes extraordinaires pour Jean-Pierre Papin devant. Et voilà, le sens du jeu, quoi, la vision du jeu, quoi. Donc il mettait la balle où il voulait. Et pareil sur les corners, où il mettait des corners sur la tête des joueurs qui désiraient, et sur coup franc, il mettait des coups francs extraordinaires, souvent en force, mais ça faisait mouche, et il a marqué des buts décisifs, notamment une année pour le titre face au match face à Bordeaux. Il avait marqué 2 coups francs d'ailleurs. Donc c'est des buts. Alors, pas beaucoup de buts, c'est pas un attaquant, c'était un ailier, c'est lui qui donnait les passes, surtout qu'il n'y avait pas peine, c'est lui qui en donnait les passes. Mais voilà, des livreurs de passes décisives, de caviar extraordinaire. Et puis après, un jeu avec le public, il chantait avec le public, il faisait des signes avec le public, il communiait avec le public, donc forcément, sa cote d'amour a explosé avec les supporters marseillais. C'était extraordinaire ce joueur, extraordinaire. Et voilà. Et Dragan Stojkovic, donc, Dragan Stojkovic, pour moi, c'est mon joueur préféré. Alors, j'aurais peut-être même pu avoir Waddle, parce que c'était pareil, hein, Waddle, Papin, tout ça, c'est des joueurs extraordinaires qui ont compté pour moi dans l'époque bénie de Bernard Tapie. Mais Dragan Stojkovic, pour moi, j'ai toujours été fan des numéros 10, des meneurs de jeu. J'étais fan de Michel Platini, et ensuite de Zidane, de Roberto Baggio, de Gianfranco Zola, voilà, tous les joueurs qui apportent le jeu, qui voient la lumière, qui donnent des solutions. Et lui, alors après il s'est pété très vite, hein, 4e journée du championnat, après il est revenu, il a été très bon aussi, mais voilà, donc forcément sa carrière était, je suis sûr qu'il aurait eu le ballon d'or, quoi. C'était quasiment réglé. Pour moi, il était encore plus fort que Michel Platini, qui compte quand même parmi les tout meilleurs joueurs de l'histoire du football, hein. Voilà, donc très technique, hyper technique, décroché, enfin, vous voyez Zidane, enfin, franchement c'est quasiment pareil, quoi, et peut-être plus rapide. Décroché, des roulettes, des dribbles, des passes, des tirs sur coup franc chirurgical, phénoménal, des passes décisives, des transversales de fou. D'une technicité mais assez incroyable. Je crois que c'est le joueur le plus technique, c'est un joueur qui l'a dit récemment, un ancien joueur de l'OM, c'est le joueur le plus technique qu'on a pu voir, en tout cas à cette époque, puisque là on parle de l'époque 90-93, il est parti un an après, il est revenu, et après il est parti au Japon, mais la Coupe du Monde 90, il fait des exploits de fou, notamment face à l'Espagne en 8e de finale. Et là, je vous ai fait une vidéo spéciale, donc vous retrouvez évidemment dans la vidéo historique sur la playlist historique de Dragan Stojkovic. C'est extraordinaire, Dragan Stojkovic. Moi, c'est mon plus grand regret, enfin, qu'il n'ait pas eu la carrière qu'il méritait, qu'il s'est pété, et que du coup, après, il aurait pu rebondir. Le problème, c'est qu'en 1991, pour la finale de la Coupe des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade, Raymond Goethals, il avait une équipe type, et après, il bougeait pas. Donc, il mettait Stojkovic, Tigana, Cantona sur le banc. Bon, compliqué quand même. Alors, ceux qui étaient là étaient très bons, hein, on va en parler d'ailleurs après, notamment Billy Pelé. Mais voilà. Mais c'est vrai que Dragan Stojkovic, c'était le meneur de jeu qui apportait autre chose. Voilà, il y avait des ailiers qui apportaient des très très belles choses à l'Olympique de Marseille, mais voilà, lui, il était un cran au-dessus de tout le monde, et donc je pense que cette finale, c'est quand même sûr. Il rentrait que 30 minutes, hein, pendant les prolongations. Ça rentrait avant, il aurait gagné. Enfin, c'était couru d'avance, quoi. Donc là, erreur de Raymond Goethals de ne pas l'avoir fait jouer.
Et on va passer aux remplaçants parce que les remplaçants sont aussi forts que les titulaires. Donc ça m'embêtait vraiment d'en prendre que deux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre des remplaçants. On va les voir de suite. Enzo Francescoli et Abedi Pelé. Francescoli, c'est le début de l'histoire de l'OM qui arrive à aller dans les sommets européens, hein, avec notamment la demi-finale de Ligue des Champions face à Benfica, où l'OM se fait voler match retour 1-0 but de la main de Vata. Au passage, faites un petit peu, renseignez-vous, vous verrez que peut-être Berlusconi et le Milan AC étaient peut-être impliqués là-dedans, hein. S'ils avaient très bien acheté les matchs des adversaires aussi, hein, pour avoir le finaliste qu'ils désiraient. Il avait peur de l'Olympique de Marseille, ça s'est vérifié par la suite les autres années. Donc voilà, donc c'est vrai que Enzo Francescoli, c'est pareil, c'est une technique de fou, quoi, avec des gestes incroyables dans des petits périmètres, arriver à faire ce qu'il fait. Je vous conseille évidemment la demi-finale aller OM Benfica, elle est disponible sur YouTube, hein. Il fait des gestes mais phénoménal, quoi. C'est incroyable. Donc, malheureusement, il est resté qu'un an, lui aussi. Il venait du Matra Racing. Il y avait une cripe de fou au Matra Racing. Et donc après, c'était compliqué à l'époque, hein. C'est plus comme maintenant où effectivement il y avait que droit qu'à 3 étrangers, hein. Il n'y avait pas eu l'arrêt Bosman, donc il fallait faire des choix. Et ensuite après, il a pris Stojkovic, il a pris Waddle, donc c'était compliqué. On pouvait pas prendre, on pouvait pas avoir 50 000 étrangers. Et en plus, il y avait des défenseurs aussi monstrueux que j'ai déjà cités avant. Donc voilà, Menzo Francescoli, une technique de fou, une dribble de fou. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable des joueurs comme ça, une technique aussi folle. C'est le l'idole de Zinedine Zidane quand même, hein, donc qu'il appelait d'ailleurs son fils Enzo. C'est pas pour rien, quoi. Il l'a dit, hein. Donc ça prouve le niveau de ce joueur-là qui a marqué, en tout cas de toute son empreinte, son passage à l'Olympique de Marseille, même si ça n'a duré qu'un an. Et Abedi Pelé, Abedi Pelé aussi, c'est ces dribbles chaloupés qui, dans des petits périmètres, arrivent à faire des dribbles incroyables, notamment en quart de finale de la Coupe des Champions 1991 face au Milan AC, au match aller, où il y a eu 1-1, où il a fait un festival à San Siro, il a même été applaudi, c'était assez fou quand même, par le public milanais, avec Waddle aussi, les deux ont été applaudis. Donc voilà, des gestes incroyables, et c'était vraiment un moteur offensif hyper important pour l'OM de ces années-là. Et il est allé jusqu'en 1993 avec le titre européen, puisque c'est lui qui fait le corner pour la tête de Basile Boli. Et ses fils, hein, Jordan et Andrayou, voilà, qui ont joué à l'Olympique de Marseille après. Abedi Pelé, donc c'était obligé de le mettre. Donc voilà, je l'ai pas mis titulaire, j'ai mis remplaçant, enfin peu importe. En tout cas, il a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille de ces 40 dernières années. Et on va finir par les attaquants, enfin les buteurs. Alors, j'en ai mis deux, hein. J'ai fait en fait un 4-4-2 avec euh, un ailier et un avant-centre, enfin bon bref, et un meneur de jeu. Bon, en fait, en tout cas, j'ai fait deux offensifs et deux attaquants. On va voir les deux attaquants et les deux remplaçants. C'est parti. Jean-Pierre Papin et Didier Drogba. Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or en 1991 avec cette meilleur buteur de la Coupe des Champions cette année-là. 5 fois meilleur buteur du championnat avec l'Olympique de Marseille. Il a joué en équipe de France. Alors malheureusement pas eu la carrière qu'il voulait en équipe de France, étant donné que l'équipe de France a raté 2 Coupes du Monde, 90 et 1994. En tout cas, l'OM, il a marqué des papinades, hein, des buts venus d'ailleurs, des reprises de volée, des retournées, des têtes, tir de droite, tir de gauche. Enfin, il a tout fait, quoi. Il a tout fait, quoi. Des buts de fou, quoi, de fou. Et un sens du but incroyable. Il a travaillé. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Il est pas né. Euh, il a un don, évidemment, mais il est pas né comme certains joueurs qui n'ont pas eu besoin de bosser autant. En tout cas, aussi travailleur que lui. Il y a des joueurs qui, Zidane, par exemple, est moins travailleur que Papin, quoi. Donc il a beaucoup bossé. Il a répété ses gammes
À la fin de l'entraînement, il passait du temps à la fin de l'entraînement pour répéter ses demi-volées, ses volées, avec Jean Castaneda, le quatrième gardien à l'époque de l'Olympique de Marseille. Et ça lui a permis de réussir des gestes incroyables et des buts qui ont compté dans l'histoire de l'OM. Il en a marqué énormément, énormément. Et il a joué jusqu'en 1992 avec l'Olympique de Marseille, de 86 à 92. Et ensuite, il est parti au Milan AC et il a joué donc la finale face à l'OM, sauf qu'il était remplaçant, mais après il est rentré. Vous avez vu l'image tout à l'heure avec Dimeco qui essaie de rattraper Jean-Pierre Papin et Didier Drogba. Mais Didier Drogba, et pareil, il n'a pas fait beaucoup de d'années à l'Olympique de Marseille puisqu'après il a été revendu à Chelsea. L'OM avait besoin de liquidité financière, mais c'est un buteur fou. Technique, hyper technique, vraiment doué, notamment les buts face à Newcastle en demi-finale de Coupe de l'UEFA au Vélodrome qui permet à l'OM d'aller en finale. Voilà, donc le geste par derrière, en fait, c'est assez fou, quoi. Donc voilà, le sens du but, à la fois très bon physiquement, donc il en impose physiquement, très bon de la tête, à l'aise avec les défenseurs, il gagne les duels, et aussi technique, et aussi la vision du but, quoi, la sens du but, quoi. Donc Didier Drogba, il est resté qu'un an, mais il a marqué quand même, marqué l'OM parce que il a marqué des buts formidables. Il a tenu. Il n'y avait pas une équipe de fous cette année-là, mais c'est lui et Barthez derrière qui ont permis à l'OM d'aller en finale de la Ligue Europa. Enfin, qui s'appelait Coupe de l'UEFA à l'époque. On va passer au remplaçant de ces très grands attaquants. Klaus Salof et Alain Bokchik. Deux équipes différentes. Klaus Salof, c'est au début de l'histoire de Tapi. Donc en fait, il était dès 87, je crois, 6-7, où il a été recruté. Énorme défense, énorme attaquant allemand. Voilà, un des meilleurs attaquants mondial de l'époque. Et il était en fin de carrière, il était à Bordeaux avant. Et il a permis de faire progresser Jean-Pierre Papin à ses côtés, de lui donner des conseils. Voilà, Jean-Pierre Papin a énormément progressé à ses côtés. C'était vraiment pour lui un déclic, hein. Et donc Klaus Salof était l'expérience, le sens du but, froid, allemand, vraiment efficace, quoi. Pragmatique, très efficace, chirurgical. Dans la défense, c'était incroyable comme joueur. Et Alain Bokchik, Alain Bokchik, vainqueur de la Coupe la Ligue des Champions et l'Olympique de Marseille en 1993. Hein. Il n'est pas resté lui non plus longtemps parce qu'après l'OM a dû vendre avec les difficultés financières. Alain Bokchik, c'était pour moi c'est un sang-froid de fou, quoi. Un sang-froid dans la surface, incroyable. Voilà, on arrive, on n'a aucun stress, on fait le geste juste qu'il faut et on marque. On arrive, voilà. On n'a pas la pression, quoi. Et on fait toujours le geste juste, rapide, très rapide, technique, buteur. Enfin, il avait tout pour réussir. C'est dommage, lui, c'est un peu de regret aussi qu'il soit pas resté un peu plus longtemps à l'Olympique de Marseille, que l'OM a dû le vendre en Italie pour gagner de l'argent. Oui, donc du coup, c'est quand même des joueurs extraordinaires. Après, il y en a eu d'autres, évidemment. Vous pouvez en citer d'autres. Ouais, faites les commentaires. Il y en a évidemment beaucoup, mais j'ai voulu faire un 11 type avec le remplaçant. Comme ça, on élargit un peu plus et ça fait les 22 meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille de cette période, de 1986 à 2023. Voilà les amis, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires et peut-être je referai des vidéos historiques comme celle-là. Merci, à bientôt, au revoir.